Le but du jeu, cette vidéo, est tout simplement de vous faire comprendre comment remettre en charge progressivement votre patient. Lors de la journée présentielle autour de la planche Toyboard, qui à mes yeux est un accessoire très intéressant et à moindre frais pour pouvoir proposer plein d'exercices pour les grandes pathologies que nous rencontrons au cabinet. La cervicalgie, la lombalgie, la hanche, le genou, la cheville et l'épaule. Nous allons voir ensemble, lorsque nous serons en présentiel, une dizaine d'exercices de renforcement et de mobilité pour ces grandes pathologies. Mais ici, je vais vous expliquer le pourquoi il est pertinent de les remettre en charge progressivement. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, ça va être vraiment de la théorie pure et dure pendant un moment, mais finalement qui répond aux problèmes concrets que nous pouvons avoir en cabinet. Pourquoi remettre un patient en charge progressivement? Aujourd'hui, on le sait, grâce à tout l'apport à la fois des neurosciences et des traitements notamment de la douleur, mais aussi de comment fonctionne un tendon, on est capable de comprendre qu'il y a de moins en moins de corrélation entre l'imagerie, les antécédents et le ressenti de la douleur. Je m'explique. On le sait aujourd'hui que quand on passe des IRM, des radios, des échographies au sein de personnes qui n'ont pas de problème, on retrouve quasiment les mêmes proportions de pathologies, des hernies discales, des calcifications de la coiffe des rotateurs, des problèmes au niveau des tendons, au niveau des pôles qui sont complètement asymptomatiques. On est donc capable de dire qu'il y a aujourd'hui une différence entre l'imagerie pure et dure, le diagnostic de nos patients et le ressenti de la douleur. Ce qui fonctionne le mieux finalement pour diminuer ce message douloureux, qui est quand même l'argument numéro 1 de la consultation quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont mal à une articulation. Ils viennent rarement nous voir parce qu'ils ont une perte de mobilité ou parce qu'ils ont une gêne fonctionnelle. La plupart du temps, cette gêne fonctionnelle ou cette perte de mobilité vient principalement d'une douleur. Les gens, quand ils viennent vous voir, ils disent « bah voilà, j'ai mal au dos quand je fais ça » ou « j'ai mal au dos quand je fais ce geste-là » et pas plutôt « j'arrive pas à faire ça ». Vraiment, ce qui les motive, eux, c'est la douleur. Donc, le meilleur moyen, mine de rien, de diminuer la douleur, c'est 1. Éduquer vos patients à la douleur. Je vous invite pour ça à les référer à un site qui est hyper intéressant, qui s'appelle Retrain Pain, qui est un site qui est très intéressant, qui permet de comprendre les différentes voies de la douleur. C'est accessible au grand public, il est disponible dans différentes langues. Je vous invite, vous, à aller le voir. Ça va vous permettre d'adapter votre discours pour pouvoir proposer à vos patients des compréhensions de leur propre voie douloureuse, mais aussi donnez-le à vos patients. L'autre chose, c'est une vidéo qui est très bien faite sur YouTube qui s'appelle Chronic Pain ou douleur chronique. Bon, elle est faite en québécois avec l'accent québécois et ça rajoute un peu de fun, mais c'est pour comprendre aussi tout ce qui rentre en jeu dans la douleur. Concrètement, nous en tant que kiné, tout ça, c'est essentiel de l'avoir en tête, de savoir que la douleur de notre patient, elle va avoir autre chose que le simple abord mécanique. Je vais prendre un exemple très simple, la lombalgie. Quelqu'un qui a du mal à se pencher en avant, qui a mal au dos à chaque fois qu'elle est assise en position longue, on va éviter de lui dire « Ah, je suis désolé ma bonne dame, il faut maintenant que vous passiez votre temps à vous lever, il faut arrêter de vous pencher en avant. » Non. Moi, il y a une phrase que j'aime bien en tant que kiné, c'est « Il nous est interdit d'interdire ». Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes et on ne va pas interdire à quelqu'un qui est à J1 d'une opération d'une hernie discale de se pencher en avant et de bouger. Mais concrètement, nous en tant que kiné, de comprendre les différences des afférences de la voie de la douleur, mais aussi les contraintes mécaniques pour trouver comment les remettre en charge progressivement. Donc ça, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple encore une fois très concret. On nous a longtemps expliqué en tant que kinésithérapeute que pour pouvoir ramasser un objet, il était essentiel de descendre le dos bien droit pour protéger le dos, travailler sur les jambes, ramasser l'objet et se redresser. Mais de vous à moi, combien de nos patients, quand on leur passe des séances entières à leur expliquer l'ergonomie au niveau du dos, finalement ils repartent comme ça, ils ramassent leurs chaussures, allez au revoir, à la semaine prochaine, ne le font pas. Eh bien en réalité, en fait, on va penser les choses différemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de protéger le dos en permanence, mais au contraire de dire votre dos est fort. Et je vais faire en sorte, en tant que kinésithérapeute, que votre dos soit fort et qu'il soit capable de soulever une charge dans n'importe quelle position. Et pour ça, je vais vous expliquer un principe très simple. Au niveau des muscles du dos, ce n'est pas la même chose de réaliser un port de charge à 2 kg et un port de charge à 16 kg ou de porter un congélateur de 55 kg. Ce qui compte, c'est la charge, ce n'est pas la position. Quand on demande à nos patients de se pencher en avant pour pouvoir faire un test de flexion debout, ce n'est pas un mauvais mouvement. Alors pourquoi est-ce que ça le serait quand ils portent une charge? La seule différence, en réalité, c'est de savoir si leurs muscles et leur mobilité de bassin leur permet de réaliser un port de charge. Ce qui change, ce n'est pas la position, c'est leur capacité musculaire de tolérance à la douleur, d'adaptation de leur tissu pour pouvoir réaliser une tâche motrice.
Alors, je vous entends tout à fait en tant que kinésithérapeute, vous les avez vus comme moi, les fameuses courbes où on vous explique que quand vous vous penchez en avant, vous augmentez de l'ordre de 180 à 200% la pression au niveau des disques. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en fait, en réalité, nos muscles sont capables d'encaisser des contraintes mécaniques. Nos ligaments sont capables d'encaisser des contraintes mécaniques. Nos tendons, nos disques intervertébraux sont capables d'encaisser des contraintes mécaniques. Ce qui compte, c'est le mouvement. Lorsque vous bougez, vous adaptez vos muscles, vous adaptez vos ligaments, vous adaptez votre cerveau à diminuer le message douloureux. Nous, en tant que kiné, ce que nous devons faire, c'est tout simplement gérer l'adaptation de nos tissus à la tâche motrice que demandent nos patients. Je vous donne un exemple très concret. Lorsque vos patients, on va prendre le cas d'une dame de 55 ans qui a mal quand elle se penche en avant. C'est douloureux pour elle. C'est sûr que quand elle va passer l'aspirateur, quand elle va devoir porter ses enfants ou tout simplement vider le lave-vaisselle, ça va reproduire la douleur. Alors la solution, ce serait quoi? Ce serait de lui dire ne portez plus vos enfants, arrêtez de vider de lave-vaisselle ou ne passez plus l'aspirateur? Non, la solution, c'est de dire madame, moi je vais faire en sorte que vous obteniez suffisamment de mobilité de bassin, que vous ayez des muscles du dos qui soient capables d'encaisser de vider le lave-vaisselle, qui soient capables d'encaisser de porter vos enfants. Et ça, je vais vous apprendre progressivement. Lorsqu'on fait du renforcement musculaire, on crée l'adaptation de nos tissus, on crée de la désensibilisation au niveau douloureux de notre cerveau et surtout, on permet à nos patients de récupérer des tâches motrices qui étaient auparavant douloureuses. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que madame n'ait plus de douleur quand elle se penche en avant? Vous avez tous vos attributs auxquels vous connaissez, les mobilisations, le massage, le trigger, le Mackenzie, bref, tout ce que vous connaissez habituellement. Maintenant, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est une fois que vous êtes sorti de la phase algique, comment faire en sorte que cette patiente ne devienne pas chronique et qu'elle ne revienne pas tous les 6 mois pour se faire masser le dos dans votre cabinet. Donc, vous l'avez compris, dans la première partie, nous avons répondu à la question « Pourquoi remettre en charge progressivement ?» pour créer l'adaptation de nos tissus. Mais cette adaptation, combien de temps elle prend? Au niveau de nos muscles, il faut compter entre 3, 6 à 12 semaines pour réadapter un muscle. Un muscle qui n'a jamais travaillé, on aura des résultats dans les 3 premières semaines. Un muscle qui a souvent l'habitude de travailler, pour nos patients un peu plus sportifs, il faudra 6 semaines. Pour un tendon, il faut parfois entre 6 mois et 3 ans. Pour diminuer un message douloureux, ça peut se faire en une seule séance. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la temporalité est importante. Quand un patient va venir dans votre cabinet, si jamais vous lui dites « Bon voilà, moi je vais vous faire 10 extensions de genoux et vous allez voir, grâce à ça, vous allez remuscler votre quadriceps », je suis désolé, mais c'est faux. Le renforcement au niveau du quadriceps, il ne va pas se faire en 10 répétitions. D'après vous, combien de fois est-ce qu'il faut travailler un quadriceps pour avoir des bénéfices? 10 répétitions, 1 à 2 fois par semaine, 5 fois par semaine, 50 répétitions. Et là, je mets le doigt sur un truc qui est un petit peu chiant pour nous en tant que kiné, c'est que nous sommes les experts du mouvement et pourtant, dans notre formation, on n'a jamais eu un vrai cours qui nous explique « Voilà, il faut faire tant de répétitions de tel mouvement avec tel nombre de séries et tel temps de repos ». C'est quand même un comble, nous qui sommes censés remettre en charge progressivement, de ne pas savoir comment remettre en charge progressivement. Je vais vous répondre pourquoi est-ce qu'on n'a pas de réponse concrète. C'est que quel que soit le sport que vous faites, quel que soit le sport que vous fassiez, en fait, en réalité, il y a très peu d'informations ou de consensus sur le nombre de répétitions, sur le temps de repos, sur le nombre de séries et sur le nombre de fois par semaine. On estime globalement que pour pouvoir travailler, il faut soumettre le muscle que l'on souhaite travailler entre 20 minutes et 40 minutes sous tension, donc 10 répétitions, clairement, ce n'est pas assez, 2 à 3 fois par semaine, ce pendant 3 à 12 semaines. Donc vous imaginez que ça, ce que je vous dis, c'est de manière très globale, c'est là où il y a à peu près un consensus, c'est très vague parce qu'en réalité, c'est difficile de pouvoir reproduire les mêmes conditions de renforcement musculaire pour toutes les personnes. Mais là où il y a un consensus, c'est ça, entre 20 et 40 minutes de mise sous tension musculaire, 2 à 3 fois par semaine, de 3 à 12 semaines. C'est très vague. Mais ça, si vous l'avez dans votre tête, ça veut dire que si jamais vous voulez mettre en place un programme de renforcement musculaire ou même de remise en charge progressive auprès de vos patients, lors de votre bilan d'entrée, lorsque vous estimez que la source du problème de votre patient est liée à un déficit musculaire, il va falloir leur dire « Voilà, moi, je suis kinésithérapeute, je suis expert de mouvement et je suis capable de vous dire que la raison de votre douleur, elle est liée à un déconditionnement physique. Elle est liée à une perte de force, elle est liée à une perte de coordination, elle est liée à une perte d'endurance, elle est liée à une perte de vitesse, elle est liée à un mélange de tout ça lors de la répétition de votre tâche motrice.
Pour pouvoir gagner là-dessus, moi, kinésithérapeute, je vous dis, il va nous falloir du temps. Et j'ai besoin de vous, c'est vous qui allez être acteur à 95% de votre propre santé. Si vous êtes dans un plan de renforcement actif de vos patients, il faut que vous soyez convaincu de ce que vous allez leur dire. Et ça, pour nous, en tant que kiné, c'est un peu difficile parce qu'on nous a conditionnés à nous dire, bah voilà, moi, là, je suis kinésithérapeute, la sécurité sociale me dit, il me faut une séance d'une demi-heure, 16,45 €, pas dépasser plus, et je dois faire du traitement manuel. Et là, finalement, avec votre patient, vous allez quasiment avoir l'attitude toute inverse et de leur dire, en fait, moi, je ne vais quasiment pas vous toucher. Je vais par contre vous guider et adapter des exercices qui vous sont propres à vous, en fonction de votre évolution, et votre séance va durer un peu plus longtemps. Et c'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai agencé mon cabinet pour que vous puissiez comprendre avec peu de matériel comment proposer ce type de traitement-là et les résultats que j'ai. La dernière chose que je vais vous faire comprendre, c'est le poids des mots. C'est hyper important, à la fois pour avoir l'adhésion de votre patient, parce que c'est sûr que si jamais vous lui faites toujours les mêmes exercices qui sont chiants, dans lesquels il ne sort pas de sa zone de confort, il n'aura pas les résultats escomptés, vous non plus, et vous allez le perdre et vous allez être déçu. Donc le poids des mots est important. Parce que concrètement, vos patients qui sont en déconditionnement musculaire, qui sont de plus en plus sédentaires, il y a une bonne raison dans leur vie qui font qu'ils en sont arrivés à leur sédentarité. Et si vous, derrière, la première chose que vous faites, c'est que vous êtes soit cassant, soit pas suffisamment motivant, si vous êtes trop cassant, ils ne vont pas revenir. Si vous n'êtes pas assez motivant, ils ne vont pas revenir non plus. Donc c'est vraiment trouver le juste milieu. Je ne vous cache pas que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients qui sont partis ou au contraire des patients qui restent pendant trop longtemps, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé le juste milieu. Ça va s'acquérir avec l'expérience et vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais concrètement, choisir le poids des mots pour réussir à les encourager, mais tout en gardant votre casquette de kiné à se dire tiens, c'est pas normal si quand je lui ai fait faire 10 mouvements de flexion, elle a eu une douleur type irradiante dans la fesse derrière. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment avoir une vraie différence par rapport au coach, par rapport aux appâts. Nous, en tant que kiné, on a la capacité d'avoir la double casquette. Je leur mets en charge progressivement, mais en même temps, je comprends toutes les voies de la douleur et en même temps, je suis capable de reconnaître un drapeau rouge quand il apparaît. Tous les problèmes neurologiques, les problèmes suite à des antécédents type traumatiques, savoir exactement quels sont les mouvements que je ne dois pas faire dans les 3 premiers mois après une luxation d'épaule. Tout ça, c'est notre formation et on sait le faire. Maintenant, gardez tout ce bagage-là, le mélanger un peu avec les neurosciences, le secouer très fort et pouvoir mettre en place un programme adapté à nos patients. Alors concrètement, comment est-ce qu'on organise la séance? 2 possibilités. Soit vous faites le choix de rester en permanence avec votre patient, mais une demi-heure, ça va être compliqué. Parce que votre patient, il vient, le temps de faire la paperasse, prendre les rendez-vous, gérer l'administratif, ça prend déjà 5 à 10 minutes. Donc, il va falloir essayer de le garder un peu plus longtemps. Soit lui donner une liste d'exercices qu'il va réaliser chez lui. Et là, c'est jouer franc jeu avec votre patient, lui dire voilà, est-ce que tu te sens capable, moi j'ai l'habitude de tutoyer mes patients, est-ce que vous vous sentez capable de réaliser les exercices chez vous? Soyez franc avec vous-même, soyez franc avec moi. Moi, je suis là, je suis kiné, je ne suis pas là pour vous juger. Si vous ne sentez pas capable de faire les exercices chez vous, je préfère que vous les fassiez chez moi. Maintenant, tout dépend de votre organisation. Le nerf de la guerre, il va être financier. Est-ce que vous voulez passer 2 fois une demi-heure auprès d'un patient pour qu'il fasse ses exercices et compter les répétitions? Ce n'est pas notre job et ce n'est pas notre vraie valeur ajoutée. Personnellement, moi, j'ai choisi, je vous le montrerai après, un cabinet un peu plus grand avec un espace de travail qui permet de faire en sorte que j'ai des patients qui viennent pendant 1 heure, parfois 1 heure et demie, où je garde un œil sur eux avec eux en fonction de leur évolution. Au début, quand je leur fais faire des exercices pour les premières fois, je reste avec eux. Et une fois qu'ils deviennent semi-autonomes ou autonomes, je garde un œil sur eux, je leur donne un programme dès le départ et ils font leurs exercices au milieu d'une pièce où plusieurs personnes travaillent. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une vraie volonté de 1. Repenser la kinésithérapie et de 2. De trouver un bon équilibre entre la rentabilité d'une séance de kinésithérapie et un bon équilibre pour le patient avec une vraie efficacité du traitement proposé. Contrairement à ce que je pensais, ça va faire maintenant 7 ans que je travaille comme ça, je pensais que les patients n'allaient pas aimer être dans un espace commun et travailler à plusieurs. Je pensais qu'ils allaient imaginer que pour eux, une séance avec un kiné, c'était forcément dans le cadre d'un box fermé, dans toute intimité. Mais en fait, en réalité, quand vous êtes seul
en train de compter les reps, c'est quand même un petit peu chiant. Et puis de deux, en fait, le patient, il ne s'investit pas du tout pareil quand il est seul dans un box à moitié en slip pour pouvoir faire des squats versus il y a 4 personnes autour de lui qui travaillent et puis vous avez quasiment la casquette du coach sportif mais tout en ayant l'œil du kiné derrière en se disant bon bah voilà, je sais que par rapport à cette pathologie, son mouvement de squat doit éviter par exemple, je dis n'importe quoi, mais trop de contraintes au niveau d'un genou parce qu'il a une fracture comminutive de la rotule il y a 8 ans ou parce qu'il a une vraie appréhension à la flexion de cheville parce qu'il a une entorse de cheville il y a 6 semaines qui lui fait encore un peu mal. Donc tout ça, c'est de l'expérience, mais c'est normal, ça prend un peu de temps. L'autre chose, d'un point de vue financier, c'est qu'une fois que vos patients ont dépassé les séances algiques de 2 à 3 séances, où vous les remettez en charge progressivement 2 séances, où vous êtes vraiment à côté d'eux, ça vous permet d'avoir peut-être 3 patients, voire même quand vous êtes vraiment aguerri, 4 patients dans l'heure. Idéalement, vous les regroupez par pathologie. Donc, je vous dis n'importe quoi, mais le vendredi après-midi à 15 h, vous allez regrouper tous ceux qui ont des problèmes de genoux. Le jeudi matin à 11 h, vous allez regrouper tous vos petites papilles et mamies qui ont des problèmes de genoux. Et comme ça va vous permettre d'être plus efficace, d'avoir des pathologies qui vont être regroupées en même temps et de créer un engouement collectif. C'est ça ce qui était important, ce que je voulais vous dire. C'est que, contrairement à ce que vous pouvez penser, les gens aiment bien échanger. Ils aiment bien voir que d'autres personnes sont dans la même situation qu'eux. Ils vont pouvoir échanger avec eux et créer un véritablement engouement collectif autour de leur rééducation. Et au lieu d'être seul à compter ses reps d'extension de genoux, ils sont 2 à 3, ils discutent et ils passent un bon moment. Ils vont avoir envie de revenir et ils vont parler de vous autour d'eux pour dire bah voilà, dans tel cabinet, on bosse bien, il y a une bonne ambiance, on rigole bien et ils nous proposent des exercices adaptés. Je vous l'avais dit, c'est une manière de repenser la kinésithérapie. D'un point de vue financier, pour vous, c'est aussi intéressant. Parce que à la fois, vous proposez à vos patients des exercices qui vont permettre d'aller mieux, mais en même temps, vous pouvez avoir 3 à 4 patients par heure, donc mine de rien, doubler votre patientèle sans faire n'importe quoi. Donc, c'est du win-win. Concrètement, on passe aux exercices. Alors concrètement, comment est-ce qu'on organise nos séances pour nos patients? Vous allez lui mettre son prénom, ok. On va dire que Thomas, allez, cas assez classique, il a 45 ans, il a une hernie discale. Ça, vous ne le mettez pas pour lui, vous le mettez pour vous dans votre tête. Et il a des douleurs quand il est assis pendant longtemps. Et il a des douleurs quand il va porter des charges. Donc, c'est quelqu'un où vous allez vouloir à la fois le désensibiliser d'un point de vue douloureux sur le fait de pouvoir être assis pendant longtemps et en même temps renforcer ses muscles, probablement plutôt sur de l'extension. Donc Thomas, lui, vous allez organiser sa session sur 4 exercices. On va lui donner par exemple comme exercice un deadlift. Je vous expliquerai après pourquoi. Sur le nombre de répétitions, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de vraie valeur sûre. On imagine qu'entre 0 et 3 reps, c'est vraiment pour de l'hypertrophie. Ce qu'on va faire quasiment jamais nous en kinésithérapie, c'est vraiment pour de la prise de masse musculaire. Encore une fois, c'est contesté, contestable, mais ce sont les grandes règles. Entre 2 et 4 reps, c'est la prise de force, ce qui n'est pas pareil que l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est vraiment le bodybuilding, le volume. Prise de force, ça peut être plus pertinent, notamment pour nos sportifs. Et pas que dans les sports d'endurance, j'en parlerai le jour de la formation. Pour un mouvement finalement un peu plus mixte, on va partir entre 6 et 12 répétitions. Et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on va travailler. Pour quelque chose de plus endurant, on va partir entre 15 et 30 répétitions. Donc pour un mouvement deadlift, qui est un mouvement de base de la vie de tous les jours et qui est très technique à la fois en termes de coordination, et c'est pour ça que c'est intéressant et à vous de l'apprendre pour pouvoir le faire à vos patients, mais aussi de recrutement musculaire à la fois des jambes et au niveau du dos. Donc on va partir entre 6 et 12 répétitions pour un deadlift. Ensuite, on va lui faire par exemple le travail de toute la chaîne d'extension avec sur du Superman Toyboard. Pareil, on va lui demander là pour le coup un peu plus de travail de coordination, un peu plus de travail d'endurance. Donc on va lui demander 20 répétitions. Ensuite, parce que Thomas il aime bien avoir un petit peu des pectoraux, on va lui proposer un exercice de gainage dynamique avec du travail de la chaîne postérieure, mais en même temps des pectoraux. Donc on peut lui proposer des pompes and release. Je ne sais jamais faire le petit geste. Des pompes et release. Je vous le montre juste après. Et ça, on va le faire, allez, x 12 parce qu'il y a quand même des mouvements des pectoraux qui ne sont pas forcément évidents. Et le dernier, aussi, il a été sportif, il aime bien qu'on le pousse un petit peu, il a toujours fait du gainage. On va lui proposer un exercice de gainage.
Mais on ne va pas rester sur du gainage passif de chez Passif, d'accord? Alors quand je dis passif, c'est gainage isométrique qui représente peu d'intérêt, mais plutôt du gainage dynamique. Et pourquoi pas un que j'aime beaucoup, le gainage pas de l'ours. Et ça, on va lui faire x10 parce que c'est un mouvement assez compliqué. Donc j'ai un premier exercice, 12 répétitions, 20 répétitions, 12, 10. Ça commence déjà à être assez conséquent. Et bien vous savez quoi? Ça, on va lui faire entre 4 et 6 fois. En fonction de quoi? En fonction de ses capacités à lui. En fonction de combien de temps il est capable de rester chez vous et en fonction de ses douleurs, en fonction de ses symptômes. Comme je vous l'ai dit, certes, on fait du renforcement musculaire, mais avec notre casquette de kiné. Pourquoi? Parce que sur le deadlift, si jamais il ne le fait pas bien, si jamais il est fatigué parce qu'il a déjà fait tout ça d'exercice, potentiellement, ce mouvement de deadlift peut recréer les symptômes. Donc, ça va être important pour vous de s'assurer que la technique, la réalisation et l'endurance soient bonnes pour pouvoir lui dire non, Thomas, je pense que par rapport à aujourd'hui, on va faire que 3 séries, on va faire que 2 séries. Ah, tu as une augmentation de tes symptômes, ça veut dire que mon exercice n'est pas adapté et je vais le changer. Donc, je vous l'ai dit en permanence, double casquette. Je te fais faire des reps, je te fais faire du sport. Par contre, je suis capable de te dire quand on fait trop, quand on ne fait pas assez. Comment tu te sens? Est-ce que ça reproduit tes symptômes? Si oui, combien de temps? Comment tu t'es senti après la séance? On ne va pas vous mentir, il n'y a pas de vraie valeur sûre par rapport à une remise en charge progressive. Le ressenti de votre patient, il est essentiel. Quand il va revenir vous voir 2 jours après, « Ah, j'ai eu des courbatures partout, mais ça m'a fait du bien. » Ok, cool, on continue. J'ai eu des courbatures, ça a duré pendant 5 jours. Ça veut dire que mon renforcement était trop fort. Ou alors, après la séance, je me suis de nouveau bloqué le dos et l'irradiation est partie. Là, vous êtes allé vraiment trop fort. Donc, gestion progressive, mise en charge progressive de vos tissus. Je vous explique ces exercices. Donc, le mouvement de deadlift, ce que vous allez vouloir faire, c'est travailler la coordination genou, hanche et dos de votre patient. Là, c'est une barre, je crois que ça, je l'avais acheté 15 ou 20 euros. Elle pèse 1,50 kg. Donc, vous allez demander à votre patient de descendre comme s'il voulait enfiler son pantalon. Donc, les 2 bras sont à peu près à la largeur du bassin. Vous descendez à mi-hauteur de tibia, vous remontez. Quand vous passez les genoux, vous demandez à votre patient de venir sur une extension de hanche et extension lombaire. Le tout, en fait, c'est de travailler la coordination. Je descends, les jambes partent en arrière, les hanches partent en arrière, mon dos est droit, ma nuque est dans l'alignement, la ligne thoracique et de mon bassin. Je descends et je remonte. Vous allez voir que pour nos patients lombalgiques, c'est très difficile. La plupart du temps, ils vont descendre le dos complètement rond ou ils ne vont pas réussir à envoyer de la flexion de hanche et de l'extension lombaire. C'est un très bon exercice de coordination. Pourquoi est-ce que c'est aussi un très bon exercice? Un lombalgique, notamment un lombalgique chronique, il va associer sa douleur au fait de porter de la charge. Et à chaque fois qu'il va porter de la charge, à chaque fois qu'il va se pencher en avant, il va avoir des douleurs. Vous lui dites, ok, moi je suis kiné et à partir de ce que tu m'as dit, je peux te dire que ta douleur, elle est uniquement d'origine musculaire. On va travailler ton muscle. Cet exercice est très bon pour toi. Évidemment, à ce moment-là, vous, dans votre tête, vous dites, ok, je sais quels sont les drapeaux rouges et à quel moment est-ce que cet exercice n'est plus adapté pour lui. Donc ça, vous allez lui demander, je l'avais écrit combien de fois? 12 fois. 1,5 kg, honnêtement, vous pouvez tout à fait monter en fonction de sa capacité jusqu'à 30, 40, 50 kg s'il est tout à fait capable de le faire. Il va ressentir vraiment, et je vous invite vous à le tester, le mouvement du deadlift qu'on appelle aussi le soulevé de terre, de le tester sur vous pour avoir le ressenti au niveau des jambes et au niveau du dos. Ok, un grand classique des cabinets de kiné, le travail de Superman. Donc, en effet, la toy board est bien plus intéressante que le Bosu par rapport à ça parce qu'on a la possibilité d'être allongé complètement sur le ventre, d'engager toute la chaîne postérieure et comme vous le voyez, la coordination. Sur l'exercice, bien souvent, qu'est-ce que vont faire nos patients? Uniquement l'extension lombaire basse-basse. Et ça tombe mal, c'est là où la plupart du temps ils ont mal. Eh bien nous, ce qu'on va leur demander, c'est plutôt de monter un petit peu moins haut et de venir chercher la fixation des omoplates et l'extension au niveau thoracique pour engager toute la chaîne postérieure. Travailler sur la coordination. Et le Superman, c'est juste un prétexte un petit peu ludique pour pouvoir leur donner un nom d'exercice un peu fun et qu'ils aient envie de revenir. N'oubliez pas l'aspect fun de vos exercices, c'est essentiel. Honnêtement, vous allez voir qu'au bout de 4 à 5 séances, la kiné, la rééducation, ça les fait un peu chier. Si vous êtes là pour donner une bonne dynamique, montrer des exercices qui sont un peu fun, dans lesquels ils peuvent se reconnaître, de faire ça sur une planche de surf, c'est un peu plus marrant que de faire ça directement par terre avec la gueule dans le sol. Bref, donc ça c'est un exercice de coordination, d'endurance au niveau de la chaîne postérieure. L'exercice suivant est un exercice qui est hyper intéressant, le pump and release. Il est intéressant à double niveau. La première chose, vous allez donc demander une pompe et là, fixation des omoplates et je remonte. En soi, rien de dingue. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? On a, nous, parfois tendance en kiné à promouvoir uniquement des exercices santé.
Et pourtant, quand vous voyez l'effusion de tous les coachs sportifs sur Internet, qu'est-ce qui motive les gens? Il ne faut pas se mentir, c'est l'esthétique. Et pour un garçon, avoir des pecs développés, pour une nana, avoir des jolies jambes, avoir un ventre plat, c'est aussi ce qui va motiver nos patients. Et nous, parfois, on a tendance à faire clairement ce distinguo en se disant « nous, l'esthétique, ça ne nous intéresse pas, on fait que de la santé ». Mais pour motiver nos patients à revenir, si vous arrivez à trouver un bon mélange entre tu vas voir avec l'exercice que je vais te faire, tu vas perdre un petit peu de poids, tu vas avoir un corps plus galbé et tu vas en même temps avoir un exercice qui est bon pour ta santé, c'est aussi un facteur de motivation. Donc vous voulez lui faire travailler de la chaîne postérieure, vous lui faites croire que vous lui travaillez les pecs, ce qui est vrai, et en même temps, coordination, fixation des omoplates. Pourquoi la fixation des omoplates? Eh bien parce que quand il est assis toute la journée, qu'il a une tendance à partir en avant, de retravailler l'extension thoracique qu'on a vu avec le premier exercice et la fixation des omoplates, c'est bon pour lui. Le dernier exercice que j'aime beaucoup, c'est le pas de l'ours. Là, on va travailler la coordination, un petit peu d'équilibre, de stabilité et le gainage dynamique. Donc, on va lui demander de descendre, de poser les mains et de ramper. Une fois qu'il est dans cette position-là, on va lui demander de soulever un bras, soulever un autre bras, revenir, baisser les fesses et remonter. C'est un exercice qui est assez marrant, qui va venir travailler l'équilibre, la force, la coordination et en même temps, lui qui va plutôt le faire marrer. Donc, avec un exercice tout simple, autre que du simple gainage ou du simple gainage, vous travaillez aussi la force, la coordination et l'endurance. Donc, ce que je voulais vous expliquer à travers cette session-là, c'est à la fois ne pas hésiter à avoir un grand volume de travail et puis ne pas hésiter aussi à avoir différents exercices. Un exercice classique de chez classique, on va plutôt être sur de la force, coordination. Un exercice plutôt fun, mais même de rien, où il y a un bon engagement et un bon recrutement de la chaîne postérieure. Un exercice, encore une fois, esthétique pour l'adhésion de votre patient à votre traitement et en même temps qui a une vraie valeur pour là aussi la chaîne d'extension. Et enfin, un exercice plutôt de coordination, d'équilibre, où là, vous allez vraiment pouvoir vous marrer. Ce qui est intéressant, en fait, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que pour chaque exercice, il y a des avantages, des inconvénients. Il n'existe pas un exercice ultime. À vous, en tant que kiné, d'avoir le recul nécessaire. Ok, pourquoi je lui fais faire ça à lui? Pourquoi je lui fais faire ça à lui? Est-ce que c'est pertinent que je lui fasse 12 fois, 4 fois ou 25 fois? Et donc ça, pour chaque patient. Certaines personnes pour qui ça va être très facile de trouver des exercices adaptés à d'autres patients. Pour d'autres personnes, on ne va pas se mentir, trouver des exercices, ça peut être compliqué. Je vous invite très sincèrement à suivre sur les réseaux sociaux, pas forcément que moi, mais des profils américains qui sont une vraie source de connaissances. Je vous mets les noms juste en dessous. Strength Coach Therapy qui est très très bien. Performance Doc qui est très très bien. Dr Jacob Arden qui est très très bien. Ou même Joe Therapy. En un peu plus fun, vous pouvez avoir Move You ou Dr Jen Esker qui sont donc des médecins kinésithérapeutes aux États-Unis qui tous les jours sur leur page proposent des exercices de rééducation où pour vous c'est une source infinie d'exercices. Je vous invite à les suivre et quand vous les suivrez par exemple, vous pouvez tout à fait vous dire ben voilà, pour cette semaine, allez, le lundi, je me passe 5 minutes de revue de littérature sur Instagram pour trouver des nouvelles idées d'exercices. Je note les 5 exercices que je préfère, un exercice d'épaule, un exercice de cheville, un exercice pour ma ligamento et un exercice pour ma polyarthrite rhumatoïde et je vais les proposer à mes patients. Et ainsi de suite, vous pourrez soit vous les noter. Comme vous l'avez vu, j'ai choisi un tableau. Bon, donc là, il est un petit peu sale, mais c'est de la peinture Velleda qu'on a mis sur un tableau. Qu'on a mis sur le mur, comme ça nous permet d'avoir directement des informations à donner à nos patients. La plupart du temps, on leur dit à la fin de la séance, prenez la photo de l'exercice que vous avez fait, vous pouvez les reproduire chez vous. Cette dernière partie est savoir exactement comment est-ce que j'ai agencé mon cabinet. Pourquoi est-ce que je tiens à faire ça? Donc, ce n'est pas du tout pour dire voilà, j'ai trouvé la super solution et c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est juste pour vous, pour pouvoir vous dire comment est-ce que vous allez agencer votre propre cabinet pour pouvoir mettre en place ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Là, moi, j'ai un cabinet de 100 mètres carrés avec, à ce niveau-là, vous m'excuserez, c'est un peu le bazar, on a 3 tables. Et comme ça, quand j'ai des mobilisations à faire, des étirements à faire ou même du travail au niveau des mains, je peux mettre un patient ici pendant que les autres travaillent sur l'espace de travail. Donc l'idée que nous avons eue, c'était de virer les gros espaliers des cabinets de kiné qui pour nous véhiculaient un message un peu ancien pour les remplacer par des poignées de porte Leroy Merlin qu'on a acheté qui coûtaient 15 €. On les a fixés, ça c'est un mur en béton donc c'est vraiment très très dur et ça nous permet en fait d'attacher des élastiques pour travailler tous les membres. Donc, soit pour les membres supérieurs, soit pour les membres inférieurs, soit même pour le dos. Exercice tout simple de fixation des omoplates pour nos problèmes de dos. Ou par exemple, exercice de rotation externe pour nos épaules.
ou même exercice de stabilisation pour nos genoux. Bref, avec un seul dispositif et des élastiques, ça vous permet de travailler tout un tas de choses. Vous avez vu que j'ai un Bosu et une toy board. Ça me permet un super exercice que j'aime beaucoup, que je fais souvent faire. Le travail de la chaîne postérieure depuis la position assise. Vous mettez un élastique derrière les cervicales et vous demandez juste à votre patient de venir lutter. Bon là, il y a beaucoup de tension, mais venir lutter et venir engager la chaîne postérieure. Bref, il y a tout un tas d'exercices qui sont hyper intéressants à faire avec peu de moyens et c'est ça que je vais vous montrer. Venez avec moi. Nous, on a investi dans un AssoBike. Pourquoi? Parce que ça permet d'échauffer nos patients et de bien s'exposer en cardio. On a pas mal de crossfitters qui viennent et ça, pour eux, c'est quelque chose d'ultra ludique. Et honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, c'est un vélo qui ne coûte pas très cher par rapport à ce que ça peut nous apporter. Évidemment, un tapis de marche, un tapis de course qui nous permet de faire de l'analyse de la course. Donc, on a acheté un jeu de kettlebell entier qui, honnêtement, au-delà de 8 kg, sont pas terribles parce que la poignée est trop lisse et elles sont en fait assez lourdes. Donc, on voulait l'acheter pour nos athlètes, mais finalement, en fait, la poignée n'est pas du tout ergonomique. Donc, malheureusement, ces trois-là, on les utilise assez peu ou on les utilise uniquement pour du travail de squat, mais pas tellement. Vous savez, les kettlebells, c'est surtout hyper intéressant pour tous les mouvements de swing. Et à part se les envoyer dans les dents, celle-là, on ne va pas faire grand-chose. Ensuite, on a acheté plusieurs balles lestées. Celle-là, c'est une slam ball. C'est hyper intéressant pour pouvoir la jeter par terre. On a des battes qui sont lestées aussi qui permettent de travailler toute l'action d'anti-rotation au niveau des obliques et du carré des lombes. On a évidemment un Swiss ball. On a d'autres balles avec différents poids et on a un jeu d'haltères. On a un aquabag, donc il y a un labyrinthe d'eau à l'intérieur qui fait que l'eau se déplace, qui est intéressant à la fois pour le port de charge et la proprioception. Un TRX hyper pratique pour tout le travail de suspension, que ce soit pour le dos, pour les épaules, pour les membres inférieurs ou même pour le dos et la coordination complète. Un step pour tout le travail de saut et pour nos chevilles, un sac de frappe qu'on n'utilise quasiment jamais qui nous prend de la place pour rien, des tapis de sol. Ça, c'est une corde qui est hyper intéressante finalement, ce qui nous permet principalement de travailler nos membres supérieurs ou alors notre cardio pour ceux qui ont besoin de travailler le cardio mais qui ont les genoux ou les membres inférieurs qui ne leur permettent pas de travailler. Un vélo classique et enfin, là beaucoup plus classique, une salle de travail avec pressothérapie en bordel là-bas, des ondes de choc et une table. Donc pourquoi est-ce que je vous ai montré tout ça? Pour vous montrer que des poids libres, on peut en avoir tout un tas et surtout ça permet de varier vraiment vos exercices que vous allez proposer à vos patients. Ça va vous permettre surtout d'adapter la charge. Pour X raisons, si votre patient n'arrive pas avec 2 kg, vous pouvez lui proposer 1,5 kg ou s'il n'arrive pas avec 20 kg, vous pouvez le soulager avec le TRX ou s'il n'arrive pas parce qu'il a un problème de genou, vous pouvez le mettre sur la toy board pour soulager l'appui et travailler en même temps la coordination. Bref, plus vous avez de matériel pour pouvoir appuyer votre éducation, plus vous pouvez apporter la solution adaptée à votre patient à cet instant T. C'est un petit cassage de crâne à côté, mais je ne vous cache pas qu'une fois que vous avez ça, vous avez vraiment une grosse adhésion de la part de vos patients. Ça vous permet de vous marrer et d'avoir toujours des exercices hyper intéressants à proposer. Surtout pour finir, comme vous le voyez, on a un espace de travail qui est très grand. L'intérêt du poids libre, c'est que vous prenez votre poids libre et souvent, comme il y a 3 à 4 patients qui travaillent, vous avez la possibilité de les organiser pour que chacun puisse travailler. Versus quand on a des trop grosses machines qui prennent beaucoup de place, ça vous fait que vous avez juste à placer votre patient sur la machine et puis attendre qu'il ait fini ses exercices. Donc, c'est une autre philosophie de réorganisation du cabinet, mais qui, à terme, vous permet à la fois d'être efficace sur le traitement dans la durée de votre patient, d'être ludique, et l'aspect ludique, c'est ce qu'on verra le jour J de la formation, et surtout d'avoir des exercices adaptés à chacun pour une mise en charge progressive. J'espère que cet e-learning vous aura plu, où on aura appris pourquoi remettre progressivement nos patients en contrainte, comment les remettre en contrainte, et concrètement en tant que kiné, quels sont les outils que vous pouvez acheter. Certains des achats ne sont pas les meilleurs, mais finalement pour pouvoir proposer une rééducation qui soit pertinente pour vos patients. Allez, au revoir!